Donc nous terminons ce cycle de conférences par cet exposé concernant les questions linguistiques, je dirais linguistiques, mais aussi les questions relatives à la traduction, à l'interprétation. J'ai parlé tout à l'heure de nos étudiants en interprétation qui sont là, mais aussi et surtout à l'interaction de cette langue ancienne avec les nouvelles technologies et avec les sciences modernes. Les sciences et les techniques que cette exposition nous présente ont toutes été exprimées dans une langue unique. Cette langue a été celle de la superpuissance de l'époque et en même temps une langue extrêmement performante en matière de savoir, de recherche et de découverte qu'elle a elle-même contribué à construire et dont les brillants conférenciers qui nous ont précédés, qui m'ont précédé, ont merveilleusement bien parlé. Cette langue dont nous allons parler ce soir a constitué un très bon vecteur de transmission du savoir venant du sud de la Méditerranée, en direction du nord, vers l'Europe médiévale, et en même temps un miroir qui reflétait fidèlement l'état de développement de cette société. Plusieurs siècles avant l'avènement en 612 de notre ère de cette révolution pour l'époque et de ce système de valeurs initié d'abord par un homme qui s'était penché sur le sort de son peuple et de sa société menacée par une sorte d'implosion de l'intérieur, et cela dans une démarche qui, selon Jacques Berck du Collège de France, était parfaitement laïque. Puis, cet homme a été suivi par l'ensemble de son peuple, opprimé à l'époque par un féodalisme outrancier qui pratiquait l'intérêt d'usure, l'esclavage, la polygamie à outrance, la razzia et la moda. La moda était une pratique courante, c'était l'enterrement d'une enfant, d'une fille, essentiellement une fille, à l'âge qui ne devrait pas dépasser les 5 ans, par les propres mains de son père. Toutes ces pratiques, évidemment, ne pouvaient que dénoter un état absolument d'oppression terrible, une situation insupportable pour la population. Cette langue, que certains voudraient relier au syriaque, d'autres au nabatéen, ça nous situe aux alentours du 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, et qui est, pour ce qui concerne le nabatéen, inspiré lui-même de l'araméen. Alors, Madame Amaoui aurait dû être près de moi pour pouvoir me permettre de vous montrer la diapositive qui accompagne voilà, merci, ce que je vous dis ici. Il va y avoir un peu de désordre. Je dois dire que j'ai appris juste en arrivant qu'elle ne pourrait pas m'accompagner, et donc voilà la situation. Donc cette langue, que certains voudraient relier au nabatéen ou au syriaque, et d'autres aux deux à la fois, langue d'ailleurs qui, elles deux, remonte vers l'araméen qui lui-même provient de la langue ougaritique, et évidemment, entre les deux, nous avons le phénicien, qui est cette langue intermédiaire, qui a donné le premier alphabet, finalement, à l'humanité. La Phénicie, rappelons-le, c'est aussi cette région qui a permis à cette princesse Europe, ou Europa, n'est-ce pas, de partir avec sous le bras l'alphabet, le premier alphabet, en direction de la Méditerranée, de Grèce, et puis du continent qui portera son nom plus tard, l'Europe. Mais l'ordre économique et politique dans la péninsule arabique imposait, comme je le disais tout à l'heure,
par la violence et l'injustice sociale que faisait régner la classe féodale polythéiste de l'époque, qui, pour conserver ses privilèges, avait résisté au monothéisme incarné jusque-là par le judaïsme et le christianisme. Cet ordre devait être balayé par une irrésistible poussée populaire durant laquelle la langue, élevée alors au rang de langue sacrée, devait jouer un rôle fondamental dans le développement socio-économique, la communication, la conscientisation et la promotion des idées nouvelles. La traduction, comme le dit si bien M. El-Kadem dans ses différents écrits, mais aussi dans la belle brochure de l'exposition, la traduction a joué un rôle essentiel dans ce développement. Le traducteur au 8e et au 9e siècle n'était certes pas considéré comme, durant la civilisation pharaonique, une sorte de dieu, mais durant cette phase dont je vous parle, on pourrait dire que sa profession était fort prisée et avait ainsi contribué à créer une véritable nouvelle terminologie d'une langue capable de véhiculer les technologies de l'époque et les sciences. La traduction représentait alors un vecteur de développement réel, concret. Ce fut un véritable phénomène de société et un outil pour le progrès dans le domaine des sciences et des techniques. On investissait de toutes parts dans ce savoir, et cela pendant des siècles. C'est un peu comme on investit maintenant dans le capital humain, dans l'économie de la connaissance et dans les secteurs les plus porteurs de notre économie actuelle. Tout cela a donné un dynamisme incroyable, à l'époque évidemment, à cette discipline de la traduction. La maison de la sagesse, Beit al-Hikma, a représenté un modèle pour les institutions de traduction à travers la région. Chez nous, à Mons, à la faculté de traduction et d'interprétation et à l'Institut de linguistique, nous croyons profondément dans ce rôle de la traduction comme valeur de paix, de développement, de communication interculturelle et de rapprochement entre les peuples, et nous proposons une formation en langue, en traduction et en interprétation de conférences en collaboration avec les interprètes de l'UNESCO et des organisations internationales. C'est vous dire que nous sommes vraiment branchés sur ce sujet et nous y travaillons énormément par conviction et aussi par amour pour la discipline. J'ouvre une parenthèse pour vous parler peut-être un petit peu de ce que nous faisons et je me permettrai de revenir sur notre propos juste après. Traduction écrite, traduction à vue, interprétation de liaison, interprétation consécutive ou simultanée sont autant de disciplines auxquelles la langue arabe s'est adaptée ici dans notre superbe ville de Mons. C'est sans parler des disciplines qui conjuguent traduction et interprétation avec les nouvelles technologies, ce qui prouve que cette langue ancienne s'adapte parfaitement à ces dernières comme toutes les autres langues vivantes actuelles. La traduction automatique à partir de logiciels professionnels tels que Sistran et d'autres, que certains d'entre vous connaissent, fait partie de ces disciplines, fait partie de la traductique et de la traduction aidée par l'ordinateur que nous poussons, n'est-ce pas, et que nous développons très fortement. Je parle de la langue arabe. Pour les autres langues, c'est assez ancien. La traduction à l'écran, qu'elle soit orale ou écrite, conjugue digitalisation, logiciel PC, adaptation du récit à l'écran, labialisation et réalisation technique. Voilà quelques tâches parmi lesquelles je dirais que cette langue n'a rien à envier aux autres.
Nous dispensons cette formation, bien entendu, en collaboration avec les entreprises professionnelles du secteur. L'audiodescription permet la narration sous forme de surdoublage du récit provenant d'une autre langue, et cela à destination des malvoyants. Nous travaillons aussi sur le respeaking. Alors j'avais une diapositive que je ne retrouve pas dans le montage ici. Le respeaking qui offre aux malentendants un sous-titrage simultané grâce à la combinaison de l'interprétation simultanée et de la reconnaissance vocale. Alors en 2 secondes, je vous explique de quoi il s'agit. L'interprète reçoit un discours, il l'interprète devant un micro relié à un logiciel de reconnaissance vocale qui transforme le discours en texte. Le texte est alors envoyé directement à l'écran, soit par l'interprète lui-même s'il est suffisamment rodé à la tâche, soit par une personne qui l'accompagne et qui révise un petit peu le texte interprété et reconnu avant de l'envoyer donc à l'écran. Ce travail du début, donc de l'arrivée du récit jusqu'à la parution à l'écran, prend plus ou moins 4 à 5 secondes. 4 à 5 secondes. Et donc c'est un travail de haut niveau et d'une, je dirais, compétence tout à fait remarquable. Le respeaking. Lors de sa récente... alors, il y a d'autres disciplines, je ne vais pas toutes vous les énumérer, la visioconférence, l'interprétation simultanée à distance, la remote interpreting, comme on dit, qui est une autre forme de l'interprétation simultanée à distance, etc. Lors de sa récente visite à l'Université de Mons, le directeur du SCIC, que l'on appelle encore le SCIC, c'est-à-dire le service d'interprétation de conférences de la Commission européenne, a annoncé qu'il y a à présent une demande croissante du marché pour les traducteurs et les interprètes ayant la langue arabe comme l'une des langues de travail de leur combinaison linguistique. L'ONU nous propose de signer une convention pour que les stages de nos étudiants puissent se dérouler à New York ou à Genève. Dans un ouvrage sur l'immigration que j'ai pris avec moi ici et que je ne résiste pas au plaisir de tendre le bras pour vous le montrer, voilà, mais je vous montrerai un petit peu nos travaux peut-être à la fin de la séance, publications, documents et syllabus qui sont à votre disposition si vous le souhaitez. Par après, je vous laisserai mon email et vous pouvez m'envoyer un mot pour que je puisse vous les faire parvenir. Donc, je disais, la diaspora, l'immigration a un rôle important à jouer. Cette diaspora est un trait d'union entre l'Europe et le sud de la Méditerranée, et c'est un vecteur réel de contribution à l'essor aussi bien de la langue que de la traduction et de l'interprétation, je dirais essentiellement dans le domaine des nouvelles technologies. Technologies qui sont parfaitement maîtrisées ici, et qui peuvent facilement être transférables. Cette langue qui dispose, je reviens maintenant à notre propos, de nombreux atouts déterminants pour son rayonnement, représente un cas rare dans l'histoire. C'est une langue ancienne, restée vivante et qui se veut moderne, capable de travailler, de véhiculer les sciences et les technologies comme elle l'a fait du temps de l'essor de cette civilisation tiers méditerranéenne. Si elle a pu le faire, c'est parce qu'elle dispose d'un certain nombre d'atouts. Alors si vous le permettez, je vais énumérer quelques-uns de ces atouts pour vous éclairer sur les véritables, je dirais, raisons qui ont permis à cette langue de continuer à survivre et de continuer à assumer ce rôle qui lui revient. Certes, l'usure du temps n'avait aucun effet sur cette langue pendant des siècles, et le phénomène de diglossie que nous rencontrons à l'heure actuelle et de prolifération des patois locaux liés à cette dernière, à cette diglossie,
mais aussi liées à l'affaiblissement du rôle de l'enseignement, de l'école en général, eh bien, tout cela n'existait pas durant toute cette période d'essor. Les caractéristiques sont les suivantes. D'abord, outre le caractère liturgique et ésotérique qui, sur un autre plan, peut freiner parfois l'évolution normale, eh bien, outre ce caractère qui confère à cette langue une large diffusion auprès de plus d'1 milliard de citoyens de rite musulman à travers la planète, mais aussi auprès de laïcs arabophones, c'est la même langue. C'est exactement la même langue qui est utilisée pour les uns et par les autres. Il s'agit, deuxième caractéristique, de la langue nationale pour plus de 350 millions de citoyens arabophones. C'est aussi la 6e langue des instances internationales et selon les statistiques les plus fraîches, elle est parlée dans le monde autant que le français. Peut-être même un peu plus. Il s'agit d'une langue consonantique dont l'unité morphologique est la lettre. Là, je salue la présence de mon professeur et mon maître, Raymond Renard, qui m'a appris ce qu'est le morphème et le sème. Et donc, cette langue, pour elle, le morphème, qui est en général la plus petite unité syntaxique et sémantique d'une langue, le morphème, le sème, la petite unité de sens, le caractère, ne font qu'un avec le phonème et la graphie qui s'y rapportent. Ça, c'est magique. Ça n'existe dans probablement aucune autre langue. Ça veut dire que le caractère, la lettre, est déjà pourvu de sens, a déjà un sens. Il ne faut pas plusieurs lettres les unes à côté des autres pour que nous puissions avoir l'unité morphologique, l'unité morphème. Le professeur Khodr el-Hamawi nous apprend qu'il existe un lien complexe entre la phonie du caractère et sa valeur sémantique. 10 caractéristiques, dit-il, 10 caractéristiques de normes articulatoires, de description du phonème existent. Je vous en propose une aujourd'hui, parce que si nous prenons les 10, il nous faut 30 heures de présence. La première que je vous propose, et je vais essayer de retrouver la diapositive parmi celles que Mme Hamawi a préparées, et je suis réellement triste. Alors là, ce sont les origines dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous voyez l'écriture ougaritique, le phénicien, le grec, le latin, l'araméen, le nabatéen, et alors le syriaque et l'arabe. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire tout à l'heure. Ce monsieur, ce professeur, nous dit que cette première caractéristique résulte de l'interaction du facteur de profondeur du phonème à l'échelle du matériel vocal de l'être humain. Le matériel vocal de l'être humain, c'est à partir des dentales jusqu'au plus profond jusqu'au plus profond des phonèmes. L'échelle du matériel vocal de l'être humain, alors, en second lieu, la quantité de l'air qu'il brasse, l'implosion vocale, la vibration, l'allongement et la nasalisation, tous ces éléments ne forment qu'un seul facteur, une seule catégorie, la première. Alors, si nous prenons un exemple pour illustrer ce propos, eh bien, nous pouvons voir que la profondeur du matériel vocal peut être symbolisée par cette ligne. Il y a un plus quelque part qui s'est décalé, là qui aurait dû être quelque part ici, au bout de la ligne. Là, ce sont les moins. Donc, plus on voit par là, et moins on est dans la profondeur de notre matériel vocal. Nous sommes
là, au niveau des labiales, les b, m, peu, hein, tout ce qui est labial. Ensuite, nous avons les dentales, les labiodentales, etc., etc. Alors, prenons deux lettres. Le sod et le kaf. Ces deux lettres se situent à des profondeurs différentes, n'est-ce pas? L'une est beaucoup plus profonde que l'autre. Si nous ajoutons le phonème ba et que nous lisons de droite à gauche, ça nous fait donc la lettre K qui apparaît au début et puis le B qui est là, le K étant là. Nous prononçons cela avec une petite voyellation, parce que c'est une langue consonantique, il faut de petites voyellations pour qu'on puisse prononcer, sinon ça devient très dur, ça devient lourd. Et donc la petite vocalisation ici, ce n'est pas une lettre, c'est simplement pour aider à la prononciation. Ça nous donne donc kab. Alors, du côté du sad, nous ajoutons le B et ça nous fait sab. Alors évidemment, pour un arabophone chevronné, il faudrait un shedda à la fin, il faut une vocalisation. Hussam, je crois que là tu vas me reprendre à fond, mais ça, nous entrons dans, je dirais, la rhétorique un peu supérieure. Ces deux termes sont synonymes. Ils ont le même sens, la même signification, et tous les deux veulent dire verser. Alors, à votre avis, quel est le terme qui va être versé avec force, versé avec violence, versé avec profondeur par rapport à l'autre, ou c'est versé un peu plus calmement, un peu moins fortement, un peu moins? Eh bien, voilà. Cette catégorie, donc, de... Alors, Francesco, même la flèche, elle ne va plus. C'est la journée aujourd'hui, mais il faut garder le sourire parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Merci beaucoup, tu sais. Heureusement que tu es là. Pour la télécommande. Ah oui, d'accord, je vais garder pour la télécommande. Alors, donc, la profondeur ici a été déterminante puisque ces deux lettres qui aboutissent à deux termes parfaitement synonymes, attachés à une même lettre, B ici, eh bien, nous donnent deux sens différents. Autrement dit, le terme, le caractère lui-même est pourvu de sens, et si vous ajoutez les 10 catégories, eh bien, ça vous donne le sens complet, mais vous vous rendez compte de la complexité. Ici, je ne parle que d'une seule catégorie. Ce professeur a écrit un superbe livre que j'ai pris avec moi, qui est à votre disposition, mais que je n'ai pas encore traduit. Donc, si ça vous intéresse vraiment, eh bien, je m'y mettrai et je demanderai à mes étudiants de m'épauler pour éventuellement le traduire, mais il est passionnant parce que là, on entre vraiment dans la profondeur de la langue. À côté de cette dimension sémantique du caractère et du phonème et du morphème et du sème, qui sont finalement tous la même unité, eh bien, il y a aussi une valeur numérique au caractère. Cette valeur numérique vient s'ajouter à la valeur sémantique objective du phonème. Et cette valeur numérique, elle est proposée comme suit. Tout d'abord, on divise l'alphabet en 8 groupes. Voici l'alphabet, n'est-ce pas? Et voici, et voici les groupes, avec 2 télécommandes, c'est pas évident, hein, avec 2 flèches. Voici les groupes. Abjad, Hawaz, Hoti, Kalamon, Safas, Karshat, etc., etc. 8 groupes. Vous allez me dire, est-ce que c'est un ordre alphabétique? Non. Ce sont des groupes de caractères qui ont été placés de cette manière, tout simplement par la proximité de la valeur numérique de chacun. Ce sont des groupes de caractères de presque même valeur numérique. On peut d'ailleurs voir les valeurs au-dessus. Abjad, le alif, le ba, le jim, le dal et
c'est ici la retranscription en caractère arabe, Hawaz, et alors, dans les caractères les plus poussés, là, nous avons des valeurs beaucoup plus importantes. Voilà une autre dimension qu'il faut prendre en considération. Cette dimension est beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicate à expliquer, à exposer, parce qu'il s'agit d'une sorte d'aura, j'allais dire spirituelle, une sorte de lettrisme harfiya et un lettrisme symbolique et secret. Pour aller percer cette symbolique, pour aller percer ce secret, eh bien, c'est un travail extrêmement lourd que je vous propose de présenter dans une autre communication. C'est fou. Il y a des travaux de certains savants du temps de l'essor de cette civilisation qui existent, mais je n'ai pas la connaissance. Muhyiddin al-Arabi et d'autres n'ont pas été traduits, j'ai l'impression, et leur traduction doit être absolument impossible, parce que c'est un langage extrêmement symbolique et compliqué, complexe. Alors, puisque nous parlons de chiffres, je ne peux pas ne pas faire un petit clin d'œil aux chiffres arabes. Mais je ne prendrai pas trop de temps, parce que là, c'est une matière que vous maîtrisez certainement autant que moi, si pas plus. Alors, en 825, le grand mathématicien El-Khawarizmi employait, El-Khawarizmi, je ne dois pas vous rappeler que c'est de là que découle ce terme de l'algorithme, employait à Bagdad un système décimal qui sera transmis vers la fin du IXe siècle, début du Xe siècle, en Occident par Gerbert d'Aurillac. Là, on a aussi quelque chose, mais c'est aussi, j'allais dire, alors, voilà. Je ne vous apprends rien, tout le monde, je pense, sait de quoi il s'agit, sur quelle base ces chiffres ont été proposés, n'est-ce pas? La difficulté n'a pas résidé pour El-Khawarizmi dans la mise au point des angles et du nombre d'angles, elle a résidé plutôt dans le zéro, et dans cette maîtrise du concept du zéro qui est le début et la fin, qui est l'infini et le néant, qui est en même temps le tout et le rien. Il y a des livres écrits sur le concept du zéro, qui est une sorte de figure absolument extraordinaire qui devrait représenter le rien du tout, le néant, l'infini. Et donc, imaginez l'idée d'aller écrire rien, d'aller écrire quelque chose qui ne représente rien. Ça, il fallait peut-être un petit peu de génie pour y penser et pour débloquer la situation qui jusque-là avait été malgré tout assez ralentie. Alors, ces chiffres, eh bien, ils sont utilisés à l'heure actuelle par une partie seulement des pays arabes, bien que tout le monde les maîtrise. Dans l'ensemble des 22 pays arabes, une partie seulement les utilise, l'autre partie utilise des chiffres purement indiens, qui sont, eux, à base de traits. Alors, j'aurais dû vous apporter une planche à ce propos. Le 1, c'est un trait. Le 2, c'est 2 traits. Le 3, c'est 3 traits. Le 4, c'est 4 traits. Et puis, alors, à partir du 5, on symbolise le 4 par une sorte de figure demi-circulaire plus un trait. Et ainsi de suite. Il y a une logique un petit peu différente et certainement moins facile à maîtriser que celle-ci. Et la logique du 0, c'est l'absence de traits, certes, mais là, c'est un point. Avec toutes les difficultés que ça peut poser, un point, ça peut se confondre avec beaucoup d'autres petites choses. Bien. Cette langue, c'est aussi, et là je suis à la 7e caractéristique, c'est aussi une langue à structure flexionnelle, algébrique
et rigoureuse qui est constituée de familles de mots liées chacune à un archétype linguistique. Alors, je vais essayer de vous retrouver la dia. Voilà. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Je pense que même la télécommande va rendre l'âme, Francesco. Eh bien, ce tableau montre donc, peu importe, même si vous ne parvenez pas à le distinguer, évidemment, à lire l'intérieur, il nous permet de partir ici, on est censé trouver un ensemble de 3 consonnes. Prenons par exemple la famille qui tourne autour du concept de l'écriture. Il s'agit de 3 consonnes, kaf, ta, ba, que, te, b. Ces 3 consonnes, du moment qu'on les place l'une à côté de l'autre, dans un mouchoir de poche, dans un carton, sur un papier, n'importe où, une alchimie sémantique émerge et un concept naît. Rien que le fait de mettre ces 3 lettres l'un à côté de l'autre, quelque chose de sémantique, mais vraiment d'alchimique, se dégage et c'est un concept, c'est une idée. Et donc, à partir de ces 3 lettres, nous avons une idée qui doit naître. Ces 3 lettres constituent l'archétype même de cette famille de mots. Le patriarche, le grand maître. Ces 3 lettres-là vont engendrer tout ce tableau que vous voyez devant vous et qui n'est qu'une partie de la famille de mots qui est issue de ces 3 lettres mélangées et mises l'une à côté de l'autre. Donc imaginez ces 3 lettres-là, que, te, be, vont donner un ensemble de mots ici qui, si on les compte, représentent plusieurs dizaines de mots, mais au-delà de ces mots, ils vont donner 15 formes verbales dont je vous cite ici seulement une dizaine, qui sont les plus courantes, et ces formes vont engendrer chacune un véritable tableau de conjugaison. Donc encore des dizaines et des dizaines d'autres mots, toujours appartenant à cette notion, à cette idée. L'idée ne peut pas mourir dans l'ensemble de cette famille de mots. L'idée est relative au concept K, T, B, c'est-à-dire l'écriture. Tout doit tourner autour de ce concept. Et donc, nous avons un premier verbe à 3 lettres, le même verbe à 3 lettres avec le redoublement de la lettre centrale, le même lettre avec une lettre supplémentaire. Vous allez pouvoir visualiser ça beaucoup mieux sur ce tableau-ci. Et donc, voici les lettres en question. Le K est représenté par un trait, le T est représenté par un autre trait, et le B est représenté par un 3e trait. Et au-dessus, vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure, une voyellation. Supposons que ceci est un mot. Lorsque, au-dessus, je mets cette voyellation, je fais une voyellation A. Lorsque je la mets en dessous du mot ou du caractère, je fais une voyellation I. Et lorsque je mets une petite virgule au-dessus du caractère, je fais une voyellation OU. Ce sont des voyellations, donc des vocalisations, ce ne sont pas des caractères. C'est simplement pour m'aider à prononcer cette langue très consonantique. Et donc, j'ai ici le K avec un petit A, ça nous fait K, le T avec un petit A, ta, et le B avec un petit A, ba. Le premier verbe, la première forme, Madame Isaac, se prononce comment? Kataba. Dites-le plus fort, je vais vous donner mon micro, comme ça tout le monde peut vous entendre. Kataba. Voici la première forme. Deuxième forme, c'est la même chose avec un petit W au milieu qui indique que la lettre est doublée. Et donc, nous avons la deuxième forme qui est... Qui est-ce qui veut me le donner? On ne va pas demander toujours au même. Hein? Alors, toujours le même, les meilleurs?
redoublons la lettre du milieu, ça nous fait double T avec un A. Ta. Donc, kataba. Alors, la première c'est kataba et la deuxième c'est kataba. Alors, regardez, kataba, kataba. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux? Elle est plus forte, elle est plus intense. Il y a une idée de quelque chose qui est double. Et donc, voilà. Et ainsi de suite pour les autres éléments. Ensuite, je vous ai donné ici vraiment un tout petit échantillon, le nom verbal, le participe actif, le participe passif, le lieu, etc., etc. Alors, si vous voulez, on va s'amuser un petit peu à faire un peu d'arabe, hein, comme ça, pour 2-3 secondes, 2-3 minutes. D'abord, le nom verbal, n'est-ce pas, de cette première forme, c'est-à-dire le fait d'écrire. Le nom verbal, c'est le fait de, n'est-ce pas? C'est aussi le concept lui-même de l'action en question, de l'écriture, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'écriture elle-même. Alors, nous avons une voyellation I en dessous. Oui, c'est presque ça. Donc, K avec un I, ça nous fait qui. Ensuite, le T ici, il n'a rien. Ensuite, il y a A qui vient s'ajouter avant la dernière consonne. Ça nous fait A. Alors, puis nous avons le B, et obligatoirement dans cette forme, il y en a plusieurs d'ailleurs ici, obligatoirement un T fermé final, marque du féminin, qui se prononce at. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir nous donner ce premier mot qui est le concept? Oui, oui, Madame Isaac, c'est correct. Kitaba, avec T fermé final. Alors, il y a dedans kitab, sans le T fermé final, et kitaba. Et donc, voici le terme recherché ici. Alors, ensuite, nous avons le participe actif. C'est celui qui fait l'action d'écrire. Qu'est-ce que c'est celui qui fait l'action d'écrire? C'est un écrivain. D'accord? Alors, nous avons le K, un alif, le T voyellé en I et le B. Plus fort? Katib, l'écrivain. OK? Alors, dernière chose, et puis on ne va pas passer la soirée là-dessus, n'est-ce pas? Le participe passif, la chose écrite. Alors, la chose écrite, c'est aussi le destin. C'est ce qui est écrit. C'est le maktoub, n'est-ce pas? Et là, nous avons un M avec un A, ce petit A-là, puis le K, le T, un OU avant la dernière lettre, et puis le B. Alors, qu'est-ce qui va me donner un petit peu ce terme-là? Maktoub, la chose écrite, et qui a donné par après le destin, etc., etc. Voilà un peu l'organisation interne de cette langue, et vous pouvez voir que cette, je dirais, structure interne est une structure pratiquement algébrique, rigoureuse, vraiment au détail près. Alors, nos étudiants ont beaucoup travaillé sur ces sujets. Beaucoup de nos étudiants belges, n'est-ce pas, ont fait des études en langue arabe et certains gagnent leur vie, si je puis dire, grâce à la maîtrise de cette langue. Certains travaillent comme traducteurs, d'autres travaillent dans des institutions internationales, d'autres dans des ambassades. Et à Bruxelles, vous pouvez faire un peu un sondage dans les ambassades. Il y a un bon échantillon d'étudiants sortant de Mons. Hein, mais il n'y a pas que dans les ambassades. Allez voir la Commission européenne. Nous sommes de loin l'institution qui, pour la cabine française, offre le plus d'interprètes, toutes langues confondues, toutes institutions confondues d'Europe, avant la Sorbonne, avant Genève, avant l'ISTI à Bruxelles, c'est Mons. Donc nous sommes vraiment dans un creuset ici, en matière de langue. Et là, les anciens, le fondateur de l'école d'interprètes internationaux, devenu entre-temps faculté, est parmi nous. C'est Raymond Renard, n'est-ce pas? Je l'ai cité tout à l'heure. Il ne faut pas que j'exagère, hein, Raymond. Je crois que j'en fais trop, là. Hein. Alors, ces étudiants ont proposé des travaux extraordinaires. Et j'ai ici, avec moi, 2 ou 3 de leurs mémoires, n'est-ce pas, que je pourrais vous montrer, dans lesquels ils ont expliqué l'influence que cette langue a eue et le rayonnement historique
indélébile que cette langue a eue par rapport à un certain nombre d'autres langues. Elle a influencé, malgré, je dirais, un certain nombre de péripéties, comme la latinisation des données transférées, y compris les noms des savants, qui d'ailleurs semble un petit peu s'apparenter avec le fait que dans nos écoles, on nous a enseigné la philosophie en passant de Platon et Aristote directement à Descartes, en passant sous silence la période intermédiaire. Nos étudiants ont démontré, en inventant une clé spéciale pour faire cracher, excusez-moi le terme, au Larousse et au Petit Robert informatique, tous les mots d'origine arabe. C'est aussi facile que ça. Aussi facile que ça. Et donc, c'est quelque chose d'objectif. Il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de traitement. C'est le Larousse et le Petit Robert qui nous donnent cela. Et nous avons des surprises extraordinaires. Bernadette Hendricks et Annelies van den Noot ont démontré que plus de 2500 mots que nous utilisons dans notre superbe langue française proviennent de l'arabe. Alors j'ai un petit tableau qui peut peut-être... Alors, où est-il? Ben voilà. Est-ce que vous arrivez à lire quelque chose? Non, hein? Bon, ben la prochaine fois on fera plus grand. Alors, vous voyez qu'on parle bien de... Est-ce qu'on le dit quelque part ici? Il y a moyen de... Ah, on voit déjà des choses là, hein? OK? Et donc, vous savez plus d'arabe que ce que vous le croyez, n'est-ce pas? Voilà. Et l'on parle donc de 2500 mots. Vous pouvez en découvrir quelques-uns ici. Et quand vous aurez terminé, eh bien, je vous en donne encore une liste plus longue, et puis une autre liste plus longue, mais je vous laisserai découvrir ça un petit peu plus à l'aise, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup. Mais ce n'est rien à côté de l'espagnol. 5500 arabismes, comme on l'appelle en espagnol. Même des noms très prestigieux comme Zapatero. Eh bien, chers amis, l'origine est arabe. Du nom. Du nom. OK? Cette influence est allée plus loin. Vous avez terminé, que je vous montre la deuxième? Il y a des choses succulentes comme le sorbet, le sucre et des choses comme ça. Et puis il y a des choses un petit peu plus ésotériques comme le talisman et d'autres choses encore. Voilà autre chose. Et j'ai entendu l'un de nos conférenciers précédents se poser la question de savoir combien d'étoiles portent des noms arabes. Eh bien, voilà quelques-unes que je vous propose. Cette langue a influencé l'anglais, l'italien, le portugais, le maltais, qui est constitué d'une majorité de termes d'origine arabe. Et ça, c'est pour l'Europe. Pour l'Asie, la langue ourdou contient 50% de son vocabulaire d'origine arabe. La langue gujarati, sindhi et d'autres encore. Pour le Proche-Orient, le turc, le perse, le kurde et l'afghan. Et en Afrique, le swahili, 80% de son vocabulaire provient de la langue arabe. Ben voilà une idée de cette, je dirais, influence incroyable de cette langue sur les autres langues voisines. Bien. 9e caractéristique, l'esthétique. Alors, l'esthétique de cette langue a engendré des figures dites arabesques, dont les artistes peintres peignent les traits dans des tableaux de calligraphie et dont les sculpteurs sculptent l'âme dans de subtiles figures de sculpture. Alors voici l'objet avec lequel on fait de la calligraphie, le kalam. Et voilà une sculpture telle que l'on peut trouver et qui appartient à cette langue et rien qu'à elle. Il s'agit d'une calligraphie sculptée. Alors c'est un travail pour lequel on fait des études universitaires,
parce que c'est au millimètre près, parce que c'est un art extrêmement poussé, et donc voilà. Alors évidemment, la géométrie a un rôle extrêmement important là-dedans, les mesures, les nombres de nouveau. Alors la calligraphie, ça peut être ça, et ça peut être aussi ça. Et voilà une calligraphie un peu plus libre, dans laquelle vous distinguez des caractères. Voilà un point, voilà un caractère, en voilà un autre, et en voilà ici quelques-uns, et d'autres encore. Eh bien, là, c'est un travail beaucoup plus élaboré. On peut aller dans la calligraphie pour faire des figures assez élaborées et assez avancées. Et je dois dire que si, dans cette calligraphie-ci, j'arrive à distinguer des mots, dans la précédente, je déguste la beauté du travail du peintre. Et ici, vous voyez, il y a des mots que nous pouvons, d'ailleurs, même quand on maîtrise parfaitement bien cette langue, on a du mal à aller dans la calligraphie, distinguer absolument tous les détails et tous les... C'est un travail aussi extrêmement compliqué, mais c'est la dimension esthétique, évidemment, qui est mise en avant. 10e et dernière caractéristique que je vous propose ce soir, c'est la prosodie. Alors, Ibn Khaldoun, dans son introduction, avait précisé que la musique et la prosodie ont été calculées avec des chiffres afin d'étudier les rimes, c'est-à-dire la longueur mathématique des vers ainsi que la norme de rime, ce qui a amené les savants à considérer cette discipline comme une science appliquée, faisant partie intégrante des sciences qui elles-mêmes étaient considérées comme une branche de la philosophie. Alors, du temps de Abi Faraj el-Asfahani, dans ses écrits, dont l'ouvrage le plus connu, El-Arani, que l'on peut traduire par chant ou chanson, il a beaucoup insisté sur cette dimension de la prosodie qui est extrêmement importante. Et là, je n'ai rien de spécial à vous proposer, sinon le plaisir de voir quelques peintures aussi intéressantes sur ce plan-là. Et là, on dépasse la notion de calligraphie. Notons ici que la méthode structuro-globale, je ne fais qu'un clin d'œil, Raymond, cette fois-ci sans citer ton nom, hein, je ne vais pas citer le nom, la méthode structuro-globale que nous appliquons à la faculté de traduction et d'interprétation accorde une importance énorme à la prosodie de la langue pour ce qu'elle procure en termes d'aide et d'efficacité dans l'apprentissage. Donc nous prouvons cela, nous le vérifions, c'est vraiment un aspect important. Et donc quand dans cette civilisation on mesurait, on donnait une valeur mathématique au vers d'une poésie ou d'une chanson ou d'un texte, eh bien c'était parce qu'il fallait vraiment mesurer au poil près, n'est-ce pas, cette valeur du vers par rapport à un autre pour encourager la prosodie, pour encourager la musique, pour encourager la musique de la parole, de la voix, de la langue tout court. Dès 751, les techniques chinoises de fabrication du papier sont mises au service de cette langue et la première fabrique s'installe à Samarcande et puis alors les autres à Damas, en Égypte et dans toutes les régions. Diffusion extraordinaire, création de bibliothèques extraordinaire aussi. Et donc là, nous entrons dans la phase, je dirais, de développement. Alors, si elle veut bien se... Elle va une fois sur deux. Ah, voilà, qu'il faut à chaque fois lui donner un peu de force. Alors je suis censé trouver, moi, une courbe historique quelque part ici. Ah, là, voilà. Troisième. Voilà. La troisième, donc là, la blanche, là. Voilà, merci beaucoup, Francesco, merci. Donc,
à partir de ce moment-là, nous allons assister à un phénomène, évidemment, de dynamisme réel et à un développement extraordinaire. Et c'est en pleine course avec le savoir et avec l'histoire que cette langue va subir l'assaut et l'invasion extérieure répétée de voisins qui convoitaient ses réalisations scientifiques et techniques, sa rationalité confessionnelle. J'ai beaucoup à dire sur le sujet, mais on n'a pas le temps, et si l'une des questions m'interpelle là-dessus, ce sera volontiers, mais aussi ses richesses. Ainsi, dès 945, cette langue va commencer une course de fond qui va durer des siècles, jusqu'à s'essouffler. Elle va commencer à résister de toutes ses forces, et cela tant bien que mal, jusqu'au moment où, en 1516, quelque part ici, 1516, et donc voilà, regardez toutes les invasions, en ce compris les croisades, n'est-ce pas? On y était aussi, nous, dans le coup. Hein? Et là, il faut lire et suivre les travaux du docteur Charles Henneguien, qui est un énuyer, qui a beaucoup travaillé sur une relecture des croisades, qui est extrêmement intéressante. Eh bien, toute cette période, la langue a résisté. Et puis alors, en 1516, arrive une phase extrêmement difficile, c'est le début de l'invasion ottomane. Vous en parlez fort bien, Hussam, de cette période. Une invasion qui va submerger toute la région, et alors qui va plonger cette langue dans les plus longs et les plus pénibles siècles de sa vie. Elle va subir l'interdiction totale de son usage. En somme, une interdiction de sortie au-delà du seuil de la porte de ceux qui la pratiquaient secrètement, car ils s'exposaient à des poursuites si l'on pouvait savoir qu'ils pratiquaient cette langue. Ils la pratiquaient secrètement en guise de résistance culturelle, parce qu'ils voulaient continuer à exister en tant qu'identité, linguistique, mais aussi culturelle. Ils voulaient continuer à vivre, à exister à travers cette langue et cette culture. Alors évidemment, pendant cette période qui a duré de 1516 jusqu'en, et alors je vois que la courbe est coupée, bon, c'est encore un petit détail, jusqu'en 1916 tout juste. Le calcul est facile, 400 ans. Interdiction d'être pratiqué et d'exister, d'écrire dans cette langue, de publier dans cette langue, de faire quoi que ce soit. Il y a de quoi tuer, pas une langue, mais plus d'une langue. Toute une civilisation. Le calvaire va durer donc jusqu'en 1916 et plus personne, à ce moment-là, ne donnait cher de la peau de cette langue, presque moribonde à cause de cette période-là. C'est alors qu'arriva la promesse du voisin européen venu en sauveur pour aider à la restauration de l'indépendance de cette région arabophone du sud et de l'est de la Méditerranée, une région si proche. Et cela en échange d'une alliance euro-arabe historique contre les puissances de l'Axe et leur allié, l'Empire ottoman, la fameuse puissance occupante donc depuis 400 ans. C'est Sir Lawrence d'Arabie qui devait convaincre les alliés arabes et ces derniers à qui l'on a toujours appris que la princesse Europe était partie de la terre de Phénicie, portant, elle et son frère, Cadmus, le premier alphabet sous le bras, vers la Grèce et le continent qui portera son nom, et que, en plus de cette vérité, en plus de cette mythologie, on leur disait aussi Europa et Uruba sont deux mots qui distinguent l'un l'Europe
et l'autre l'arabité. Mais c'est le même mot. Europa et Oroba. Alors quand j'écris ça en arabe, c'est vrai qu'il y a un ayn et qu'il y a un alif, mais c'est le même mot. Et donc, on a l'impression que c'est le même parcours, que c'est... Donc on peut faire confiance. On peut faire confiance, puisqu'on a cette idée, on a cela en tête, on a cela à l'esprit. Eh bien, les populations en question vont se laisser convaincre sans aucune difficulté et vont signer l'accord en question, convaincus de la sincérité de la promesse de bon voisinage en question et vont donc tout de suite entrer en guerre aux côtés de la triple entente, les alliés France, Grande-Bretagne et Russie, et se révolter contre les Ottomans, permettant ainsi la prise en tenaille au nord et au sud de la Méditerranée de l'ennemi devenu commun car allié aux Ottomans. La Méditerranée, c'est si petit finalement. Et alors on envoie les forces armées pour faire le tour de la Méditerranée et le tour est joué. Mais le coup de grâce pour la langue arabe aurait finalement pu être évité si ce rendez-vous manqué de l'histoire ne l'avait pas été. Rendez-vous manqué d'une promesse non tenue, puisque, au lieu de l'indépendance et du bon voisinage, eh bien, c'est le mandat colonial et le partage de la région selon le plan colonial de Sykes et Picot, par des lignes droites, vous pouvez regarder la carte, et cela en zone que les vainqueurs se sont offertes en oubliant l'engagement pris. La détresse est indescriptible. Et la langue, là, c'est l'effondrement total. Évidemment, dans ce plan, aucune justice distributive de l'espace et des richesses naturelles, ni en eau, ni en matières premières, ni en démographie, rien de tout cela n'a été pris en considération. Ce fut comme un véritable coup de poignard dans le dos. Là, il était certain que si la langue ne devait plus du tout se relever, cela aurait été parfaitement normal et logique après autant d'obstacles à son développement depuis 1945. Depuis 1945, qu'elle endure et qu'elle souffre. Elle aurait pu mourir définitivement face aux langues modernes des nouveaux occupants, comme toutes les autres langues anciennes mortes pour bien moins que cela. Mais c'était sans compter avec le caractère vivace de cette langue, capable, comme on a pu le voir après l'indépendance des régions morcelées dont je viens de parler, du sud de la Méditerranée, et après le traumatisme de l'occupation, et je dirais des occupations, mais aussi l'illettrisme, la diglossie, sur laquelle on peut revenir tout à l'heure si vous le souhaitez, qui est un phénomène terrible, et la carence chronique en matière de terminologie scientifique et technique. Vous imaginez les siècles depuis 1945 jusqu'à l'indépendance, 1945, qui est à peu près en moyenne pour un certain nombre de pays du sud de la Méditerranée. Eh bien, pendant ces 10 siècles, cette langue a été complètement vidée de ses forces et ne pouvait plus accompagner l'évolution scientifique. Mais c'était donc sans compter avec ce caractère, n'est-ce pas? Il ne fallait pas oublier ce caractère absolument magique de cette langue, capable de se régénérer, capable de reprendre vie, capable de survivre avec des outils de régénérescence terminologique. Et j'ai préparé un tableau, s'il veut bien arriver, dans lequel, alors j'essaye de vous expliquer combien de procédés de création terminologique existent dans cette langue. Eh bien, chaque mot que vous voyez en français, tel que l'arabisation, l'hybridation, l'usage licite, la redécouverte, le calque, la dérivation, la composition, enfin tous
tous ces termes que vous voyez là sont autant de procédés de création lexicale de termes nouveaux ou de termes que l'on peut adapter à la culture et à cette langue. Ce tableau est magique. Cette langue elle-même est magique. Elle est incroyable, parce que ce que je ne sais pas si j'ai pu vous communiquer ce caractère magique à travers la valeur numérique, à travers la valeur sémantique, à travers ces tableaux, mais il y a quelque chose d'incroyable dans cette langue qui montre qu'elle est là pour exister et pour exister encore longuement. Alors, cette langue donc a supporté l'usure de l'histoire, l'usure du temps, l'usure des crises, et elle a pu, depuis l'indépendance jusqu'ici, ça fait un demi-siècle, grosso modo, eh bien, elle a pu récupérer, rattraper le retard. 10 siècles de perdus et un demi-siècle de gagnés, et on est presque au même point que du temps de l'essor. Certes, il y a encore un travail de diffusion, mais la terminologie est là. Il y a des expériences extraordinaires dans ce domaine, nous pouvons là aussi en parler. Ce sont donc un certain nombre de succès qui vont redonner vie à cette langue, et ce ne sont certainement pas les velléités de ceux qui veulent aujourd'hui, exploiter le phénomène de diglossie dont souffre encore cette langue pour ériger et enseigner à l'extérieur les centaines de dialectes locaux comme autant de langues arabes, et j'insiste sur le « z ». 2. Ni les divisions de la région, ni la multiplication des académies de langue. Imaginez, il y a 22 pays, il y a presque 22 académies de langue. Il n'y en a pas 22, mais chaque pays a presque une académie à lui. Pour le français, il y a une académie, n'est-ce pas? Et là, regardez un peu le drame qui se... Ni encore ces chaînes de télévision par satellite qui poussent comme des champignons au sud de la Méditerranée pour s'adresser aux plus jeunes, essentiellement en anglais et en français. Et ce travail est ressenti, bien entendu, comme une sorte de renforcement de la dépendance culturelle par rapport à la puissance coloniale, respectivement, les Anglais par rapport à certains, les Français par rapport au Maghreb et à d'autres. Ces télévisions, imaginez, encouragent maintenant de laisser de côté la langue arabe et d'enseigner aux enfants en anglais et en français dans leur propre terre, sur leur propre territoire. Alors, aucune de ces données, ni ces dialectes que l'on érige en langue, ni ces chaînes de télévision, ni tout cela, n'entameront l'endurance et le dynamisme de cette langue, faite grâce, entre autres, à la traduction et à la terminologie, pour traverser le temps, pour véhiculer des idées humanistes, de justice et de liberté, de droits de l'homme et de démocratie, de paix et de développement, mais aussi de modernité, de science et de technologie avec lesquelles elle est parfaitement compatible. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. On va peut-être attaquer la séance de questions. Qui ouvre le bal? Première question, toujours la plus difficile. Oui. Monsieur le professeur, tout d'abord, merci pour votre enthousiasme et votre exposé. Je ne suis pas spécialiste dans aucun des domaines que vous avez abordés. Et la première question, il y en a toute une série, la diglossie, qu'est-ce que c'est? Ensuite, je n'ai pas très bien vu où était la relation entre... Je n'ai pas entendu la question. Qu'est-ce que c'est? La première question, c'est la diglossie, la définition. La diglossie? Oui. Oui, oui, volontiers. La deuxième question, c'est où se trouve l'algèbre là-dedans. Très Merci. bien. Bien. Pour répondre à une première question, oui, on peut y aller. Donc d'abord, la diglossie. C'est un phénomène
extrêmement pénible parce qu'il s'agit d'une langue, j'allais dire, qui a en même temps une ombre. Alors, je ne vais pas dévaloriser les dialectes et les patois locaux, ça existe partout, c'est un phénomène qui existe partout, mais malheureusement, dans cette culture, l'usure du temps, l'histoire s'est accumulée, les difficultés, vous avez vu la courbe historique avec cet essor jusqu'en 1945 et puis la chute et le déclin pendant 10 siècles. Eh bien, pendant ces siècles-là, l'illettrisme, l'absence de formation, d'éducation et d'enseignement a engendré d'autres ombres à cette langue qui sont des dialectes locaux et des patois, qui sont en fait la même langue, mais prononcée de manière plus facile. Vous savez, au lieu d'articuler, c'est moins articulé. Au lieu de placer les mots dans un ordre grammatical précis, ça ne l'est pas. Et puis, je vous en passe les détails parce que c'est assez compliqué, déjà le phénomène lui-même. Mais c'est un phénomène réel qui fait que cette langue, au lieu qu'elle soit seule, à bord, eh bien, s'accompagne de centaines de dialectes. Pas un seul, centaines. Parce qu'au sein d'un seul pays, vous avez le dialecte du Nord, le dialecte du Sud, le dialecte du Centre, le dialecte de ceci et de cela. Au Maroc, nous avons déjà, rien que pour le Maroc, mis en évidence un paquet de dialectes. Alors, ces dialectes, que je qualifie parfois de patois, ne sont pas écrits. Ils n'ont aucune norme grammaticale. On ne peut aucunement exiger que tout le monde utilise la même structure et les mêmes termes. Et donc c'est assez dilué. Malheureusement, bien que la langue soit utilisée aussi bien dans la presse, dans les livres, dans les écoles, à la télévision, à la radio et partout, dès que les enfants quittent l'école et rentrent chez eux, ce n'est plus dans la langue standard de l'école qu'ils continuent à parler, mais dans le dialecte local. Dialecte qui est extrêmement différent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Et donc vous voyez un peu cette forme de handicap terrible de cette langue. On ne peut pas progresser comme ça avec un poids aussi important. Là, évidemment, il y a une décision politique à prendre que les leaders arabes devraient prendre et que les académies arabes devraient contribuer à élucider. Donc là, c'est un phénomène assez compliqué et assez difficile. Ça va? Alors, pour ce qui concerne l'algèbre, dans tout cela, je ne suis pas mathématicien et nous avons des mathématiciens. J'ai repéré une de mes collègues. Eh bien voilà, un de mes collègues, et je voulais parler des dames d'abord et puis les messieurs, mais j'ai repéré une mathématicienne parmi vous tout à l'heure, je ne sais plus. Il y a quelques jours ou quelques semaines, je me trouvais à l'atelier de Morlan-Way et une de mes collègues mathématiciennes est venue vers moi. Et elle a commencé à me parler de l'algèbre et des valeurs de tel ou tel caractère de langue arabe en algèbre, et du sinus et du cosinus, et elle m'a fait une conférence extraordinaire. Je me suis dit, mais c'était à elle de venir parler à ma place. Elle connaissait le sujet beaucoup plus que moi. Et c'est un sujet évidemment très passionnant, mais il faut vraiment être versé dans le domaine mathématique. Et là, je laisserai volontiers le micro aux spécialistes pour en parler. Eh bien, merci. Mais je reconnais là les limites de mon savoir. Mais tu peux prendre la parole, vas-y. Non, je disais simplement le côté combinatoire que tu as décrit dans la formation, par exemple des participes, etc. C'est déjà de l'algèbre. Hein. Et je suppose, là c'est une question implicite, si tu permets, que ça doit permettre aussi une meilleure adéquation avec les logiciels de reconnaissance vocale ou au contraire alors d'expression pour des gens qui ont des problèmes de phonation éventuellement. Oui. Est-ce que je peux profiter du micro pour te poser une question historique? Volontiers. Je reviendrai sur la reconnaissance vocale, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, et sur les nouvelles technologies. J'espère qu'il y aura d'autres questions là-dessus. Mais une question qui m'intrigue vraiment sur le plan historique, quand tu as décrit l'oppression que la langue arabe a subie, il est paradoxal justement, moi comme mathématicien, je vois l'influence sur la renaissance mathématique, notamment je vois Sam qui opine déjà, au moment de la Renaissance, l'école de Bologne, par exemple en Italie du Nord, sans les Arabes, rien ne serait passé. Alors c'est paradoxal qu'une langue et finalement une civilisation opprimée comme elle était à ce moment-là donne lieu à cette Renaissance
qui porte si bien son nom. Comment expliques-tu ça? Eh bien, c'est une excellente question, et c'est vrai que là, on peut se poser la question de savoir comment se fait-il que cette société se trouve finalement sous une certaine influence extérieure et que sa langue arrive encore à rayonner au-delà de ses frontières, et plutôt au-delà, à l'extérieur de ses frontières. Ceci est une des preuves que je me suis permis d'énumérer tout à l'heure de la force de cette langue, du génie de cette langue, de la beauté de cette langue, et puis certainement du caractère algébrique, on revient sur le sujet, du caractère algébrique de cette langue, c'est-à-dire sa rigueur, le fait que c'est une science véritablement exacte, c'est d'une rigueur extraordinaire, et d'ailleurs, elle était plus rigoureuse par le passé que maintenant. Je crois que maintenant on dilue assez bien, et beaucoup de spécialistes souhaiteraient réformer cette langue et essayer d'encore la rendre plus facile, mais vous connaissez le débat dans ce domaine. Il y a là une résistance incroyable d'une infime partie de la population arabophone qui ne croit pas au changement. Si vous me permettez, j'ai envie d'ajouter quelque chose, c'est mon expérience personnelle. Donc, j'ai vécu en Égypte jusqu'à les années 60, début 60. À certains moments, les partis communistes et toutes les tendances qui étaient financées par le pouvoir communiste international, c'était pour la destruction de la langue arabe. C'est une langue aristocratique. C'est une langue, si Dieu parle, ce sera en arabe. Donc ce n'est pas la langue des peuples, ce n'est pas la langue des pauvres, ce n'est pas la langue des ignorants. Il faut retourner à la langue réelle. Et à ce moment-là, certainement, tu connais ça meilleur que moi, c'était de détruire les formes de la poésie, qasida. En fait, ce qu'on appelle Shi'r Saïb. C'est une poésie sans règles, c'est une prose. Et je te donne une anecdote, j'ai vécu cette anecdote. Un poète égyptien qui l'a envoyé un recueil pour qu'il soit imprimé par l'Académie de langue arabe au Caire. Et Abbas Mahmoud Al-Aqad, il a dit ça a envoyé à la section de prose, ce n'est pas de poésie. Tout ça, c'était financé, c'était soutenu par les tendances communistes. Je ne sais pas, beaucoup des historiens de cette période approfondissent par c'est une partie très importante. Oui. Absolument. Je vous remercie. Alors, ça c'est une question politique, mais de fond, parce que selon l'idéologie, on est pour ou contre. Et alors, quand on est dans une idéologie donnée, eh bien, la première chose, on s'attaque, j'allais dire, à l'élément le plus fragile, le plus exposé. Et la langue, c'est bien entendu le plus facile, n'est-ce pas? Parce que d'abord, on a très peu de possibilités ou de chances ou de probabilités qu'un ennemi réponde. La langue, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une force, ce n'est pas un être. Et donc là, on peut y aller, et en même temps, on est en train de couper l'herbe sous les pieds de cette culture, finalement. Parce que c'est ça l'idée. C'est le symbole de l'aristocratie. Voilà. C'est un symbole d'une certaine aristocratie, d'une certaine culture, d'un certain essor, et il faut abattre ce symbole et revenir à quelque chose de plus terre-à-terre et de plus prolitaire. Je m'insurge complètement contre ce type de pratique que je trouve inadmissible, parce que d'abord, c'est illusoire de croire qu'on va tuer cette langue de cette manière, et ensuite, c'est absolument faux d'accuser cette langue d'être la langue de telle ou telle classe. Tout le monde veut se la confisquer. Tout le monde veut se l'approprier. Aussi bien les intégristes que ceux qui ne le sont pas. Et je parlais d'une minorité. Cette langue, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi la langue des laïcs. Et quand je parle de laïc et de laïcité, c'est la laïcité première, c'est-à-dire une tolérance par rapport à tout le monde. C'est une langue qui s'adapte parfaitement à leur vocabulaire. C'est une langue qui est utilisée par eux sans aucun complexe.
Mais c'est aussi une langue avec sa dimension spirituelle. Mais c'est ça la richesse d'une langue. C'est permettre aux uns de la pratiquer selon leur manière, leur vision, sans pour autant gêner le reste de la population. On s'entend là-dessus. Et puis de permettre à ceux qui veulent la pratiquer dans une autre optique de pouvoir le faire. Mais pas de l'attaquer comme s'il s'agissait d'une sorte de bouc émissaire sur lequel on va s'abattre. Et on va abattre finalement. Voilà le type de démarche que l'on a vu en Égypte pendant un certain temps, que l'on a vu du temps de la période ottomane. Le temps de la période ottomane, vous savez, les Ottomans, c'était un peuple qui est venu du nord du Croissant fertile, d'une partie de la Turquie, et qui est venu au nom de l'islam, et qui est venu interdire la langue du Coran, et qui est venu interdire la langue de l'islam. Alors, expliquez-moi ça. Moi, parfois, j'ai du mal avec les contradictions. Hein. Madame, on va vous donner un micro? Non? Ah, voilà, le micro arrive. Un instant. Voilà. Si vous voulez bien, parce qu'on Francesco, parce qu'apparemment, il y a un enregistrement et on a besoin d'entendre votre superbe voix, madame. Voilà. Je suppose que pendant ces 4 siècles où la langue arabe était interdite, il continuait quand même à réciter et lire le Coran. Oui. Dans quelle langue alors? Oui, absolument. Donc, ces gens-là continuaient à pratiquer secrètement cette langue, et évidemment, le plus simple, c'était qu'un père de famille réunisse ses enfants autour d'un texte, autour de ce qu'il y avait de possible. Et comme le Coran ne pouvait pas être, j'allais dire, piétiné par les Ottomans, puisque j'étais musulman, ça aurait été too much, n'est-ce pas? Eh bien, on laissait les gens à la rigueur avec le Coran. Et donc, ils venaient autour d'un texte ou d'un morceau du Coran ou d'un feuillet ou d'une sourate essayer de déchiffrer, quelqu'un la lise ou éventuellement quelqu'un pour tout un groupe de personnes à écouter et à pratiquer, à entendre cette langue. Et c'est vrai, madame, vous avez parfaitement raison, ceci a beaucoup contribué à aider cette langue à survivre. Tout à fait. Oui? Je voudrais savoir, Monsieur Safar, voilà, ça va? Voilà, je voudrais savoir que faut-il faire pour sortir la langue arabe de son marasme et de son inertie actuelle, et que faut-il faire aussi pour lui assurer une bien meilleure fortune. En d'autres termes, la langue arabe, quelle perspective? Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est aussi une excellente question. Quoi faire? Écoutez, la langue arabe se trouve, je l'ai dit tout à l'heure, dans certaines places extrêmement confortablement installée, et elle n'a rien à envier aux autres langues. Et elle se trouve à d'autres endroits dans une situation beaucoup plus fragile, beaucoup plus faible. Et je disais tout à l'heure, il y a un problème de diffusion, il y a un problème de transmission. Alors, la situation politique au sud de la Méditerranée n'est pas à décrire. C'est une région balkanisée, divisée, dépendante, dans une situation absolument terrible sur le plan économique, sur le plan politique, car le partage colonial a laissé autant de problèmes que de pays créés. Il n'y a pas un pays qui n'a pas un différend frontalier avec le voisin. Il n'y en a pas un. Et je peux vous en raconter des histoires. La zone neutre, c'était un losange que les colonisateurs avaient oublié de nommer. Et ce losange se trouve à la frontière entre l'Irak, l'Arabie saoudite et le Koweït. Zone neutre. Et des aberrations de ce type. Et je ne vous parle pas des nombreux problèmes qui existent. Et donc, cette région est une région encore en difficulté pour retrouver un certain équilibre. L'espoir, évidemment, réside dans ces accords avec l'Europe, dans ces accords euro-méditerranéens. J'ai aussi des ouvrages que j'ai pris avec moi sur le sujet là. C'est à votre disposition, hein. C'est pour ne pas refaire le tour de l'autre côté. Nous avons travaillé beaucoup sur le sujet des relations euro-méditerranéennes et euro-arabes. L'Europe a tout intérêt à aider ces pays à se stabiliser, à fixer leur population, à avoir un
seuil, un minimum de développement et à constituer des partenaires sérieux pour l'Europe, parce que c'est la frontière de l'Europe. Il y a juste un filet d'eau qui les sépare, c'est la Méditerranée. Et la Méditerranée, quand vous comparez le volume de la Méditerranée à celui des océans, c'est rien du tout. Et donc l'Europe a tout intérêt à travailler avec ces pays, à aider ces pays, à leur transférer un minimum de savoir, un minimum de connaissances. Nous en appelons à cette économie de la connaissance. Changeons un peu les stratégies. Essayons de voir cela d'un autre point de vue. Non plus une puissance économique et des pays avec un marché tout simplement à disposition, mais des pays à développer, des pays capables eux-mêmes, par après, de devenir des partenaires en matière de sécurité, en matière économique, en matière d'immigration, dans différents aspects avec l'Europe. L'immigration est un phénomène terrible qui nous touche tous, directement ou indirectement, en tout cas moi, humainement. Imaginez que pour le moment, la Méditerranée constitue une sorte de voie de passage pour 875, 875 000 citoyens du tiers-monde qui veulent venir absolument en Europe. Et les statistiques nous disent que pas plus de 85 000 parviennent à toucher terre en Europe. Où vont les autres? Moi, ça me dérange. Moi, ça me fait mal, ce problème, et ma conscience est extrêmement peinée. L'Europe, donc, a intérêt à régler ces questions avec ses partenaires, et c'est là que la coopération, que ce soit dans le cadre de la déclaration de Barcelone, qui devait en 2010 créer la première zone de libre-échange euro-méditerranéenne, et qui devait permettre une coopération ouverte, c'est là que nous pouvons faire des choses intéressantes. C'est là que l'Europe peut nous encourager, nous, à apporter ce que nous avons accumulé comme expérience pour faire bénéficier le sud de la Méditerranée de cela. Je parlais tout à l'heure de nos applications en matière de langue arabe par rapport aux nouvelles technologies et par rapport à d'autres choses. Voilà quelques suggestions. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir permis de renouer avec la langue arabe, ma langue maternelle. Et puis ma question, pensez-vous que l'impact de langues dominantes comme l'anglais ou le français sont irréversibles? Voilà, merci. Non, il n'y a rien d'irréversible. Non, il n'y a rien d'irréversible. Je pense que l'anglais l'emporte maintenant sur toutes les langues, y compris le français, et les exceptions culturelles et autres sont là pour nous le rappeler. Mais je ne pense pas qu'à long terme, on puisse dire que l'anglais va rester ad vitam aeternam la langue numéro 1 de la planète. Lorsque la langue arabe était la seule langue à la tête du monde, la langue de la superpuissance du moment, la langue que le pape et les rois de France lisaient couramment, j'ai oublié de vous le dire, on ne pensait pas qu'un jour cette langue arriverait jusqu'à devenir presque morte et de devoir remonter la pente avec autant d'efforts et en si peu de temps. Et donc cette langue, qui est le reflet de la situation économique, culturelle, sociale et politique de la société qui la pratique, est susceptible, elle aussi, d'évoluer en même temps que cette société. Et le développement économique est certes important comme base pour qu'une langue puisse avoir un rayonnement et puisse se diffuser à l'extérieur. Mon cher professeur, merci pour cet amour que nous partageons donc, de la langue arabe. Abder, je remercie ta présence et M. Emami est le responsable du cours de langue arabe à l'Université de Mons en cours du soir. Donc si ça vous intéresse, eh bien nous avons the right man on the right place. Ici. Merci, M. Safar. Je voulais dire que nous, les enfants de cette langue, nous savons bien que cette langue n'a pas encore révélé tous ses secrets. Il y a encore des choses à découvrir. Et ce cycle de conférences qui a été organisé par l'Université de Mons
montre bien cet intérêt croissant pour cette langue, pour la civilisation, pour tout l'héritage qu'elle véhicule. Et ma question, est-ce que cet intérêt croissant maintenant pour cette langue n'est pas un retour un peu vers les origines, vers une redécouverte de ce patrimoine, de cette civilisation? Merci, shukran. Je pense que non. Je crois que non. Je pense que ce retour est lié à, je dirais, une demande du marché. Je suis un peu terre à terre là. Je pense que la demande fait que la langue est stimulée au niveau extérieur, à l'étranger. Dans les pays qui pratiquent cette langue, le problème est différent. Mais je pense que la question que tu poses est relative à ce qui se fait à l'extérieur, une demande de cette langue. Et là, je crois que c'est le marché. Et le marché, c'est on a besoin de traducteurs, on a besoin d'interprètes de conférences, on a besoin de gens qui maîtrisent cette langue. On en a besoin parce qu'il y a un travail qui se fait avec les pays arabophones. Parce que c'est vrai que les pays arabophones, c'est un marché colossal. C'est aussi des pays dont certains ont les moyens économiques et ont des ambitions économiques et ont des possibilités. Et donc, plus ce volume d'échanges et de travail se développe avec le monde arabe, et plus les sociétés concernées vont demander des traducteurs, des interprètes, des personnes qui maîtrisent cette langue et des spécialistes. Je pense qu'à l'extérieur, il y a d'abord cette préoccupation-là. La preuve, c'est que la demande en la matière est assez, je dirais, irrégulière. Il y a des moments, pour le moment, nous sommes dans une période de demande très forte. Et il y a des moments où ça diminue, et je ne peux pas dire que c'est l'intérêt de la redécouverte qui fait que c'est cela. C'est vrai qu'ici, parmi vous, la plupart, vous êtes venus m'écouter, et je vous en remercie, plus pour cette dimension de la redécouverte, de la communication interculturelle, du contact avec l'autre, que pour une demande de marché ou un besoin de type économique ou autre. C'est vrai. Mais les entreprises, les multinationales, le marché en général, lui, tout ce qui est découverte culturelle et autres, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Donc nous devons distinguer, et évidemment, nous avons autant de respect pour les uns que pour les autres. Tu sais comment nous choyons nos étudiants et comment nous nous mettons à la disposition de nos étudiants, et nous savons que ces étudiants, ils sont venus parce que d'abord, ils ont envie de découvrir, comme tu l'as dit, mais eux, par après, ils ont envie aussi que cette langue leur serve à quelque chose et les aide à mieux gagner leur vie et avoir un CV digne d'eux et puis qui les distingue. Vous savez, chez nous, par exemple, à l'École d'interprètes internationaux, à la faculté de traduction et d'interprétation, la plupart de nos étudiants choisissent les combinaisons linguistiques les plus classiques. Anglais-espagnol, anglais-allemand, anglais-néerlandais, voilà. Eh bien, ceux qui choisissent l'arabe comme troisième langue arrivent chez l'employeur avec un CV complètement différent des autres, parce qu'ils viennent avec une combinaison, c'est vrai, classique, anglais-espagnol, mais ils viennent avec ce plus, cette corde supplémentaire et sensible à leur arc, parce qu'ils ont appris en même temps ce qu'est la culture, ce que sont les institutions, ce qu'est la géographie, l'histoire et évidemment la langue. Et donc ils sont capables de communiquer sans problème, sans obstacle, sans commettre d'impair aussi avec cette culture et avec... Alors voilà l'élément qui peut, je dirais, intéresser nos étudiants par rapport à d'autres qui viennent pour des raisons plus pécuniaires ou plus mercantilistes. Voilà. Une autre question? Oui. Et je vois monsieur là. On va rester galant. Alors on va donner le micro à madame. Merci. J'aurais voulu vous demander, on a parlé de la langue arabe, mais les caractères arabes, je crois, ont été utilisés pour d'autres langues aussi. Notamment, je crois, en Turquie, avant, disons, la latinisation. Tout à fait.
Tout à fait. La langue arabe a une influence telle que son caractère a été utilisé par d'autres langues. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, au Proche-Orient, le perse est écrit en caractère arabe. L'afghan est écrit en caractère arabe. Le turc, jusqu'en 1924, était écrit en caractère arabe. Ça a d'ailleurs créé un gros problème en Turquie parce que tout ce qui était écrit auparavant était inaccessible pour ceux qui sont arrivés. Mais là, c'est la société qui a changé, Atatürk, et puis la Turquie moderne, qui est un pays extrêmement important dans la région. Et donc, c'est vrai que plusieurs langues ont emprunté l'alphabet arabe, qui est un alphabet de 28 lettres, A, B, T, C, ça sonne presque comme le nôtre. Des caractères extrêmement faciles à appréhender. Et s'il y a des caractères qui vous semblent un petit peu bizarroïdes, comme le P ou le H ou le H, eh bien nous expliquons à nos étudiants comment disposer leur matériel vocal pour les produire. C'est pas plus compliqué que ça. Alors ainsi, le H, eh bien, nous leur disons, c'est le H de Hi, Hello, How are you? C'est le H anglais. Et le H, mais c'est le même, sauf que vous enlevez la voix. C'est au lieu de dire Hi, vous allez dire Hi. Et donc nous donnons un mécanisme précis et tout à fait palpable à l'étudiant pour qu'il puisse produire et reproduire ces phonèmes sans aucune difficulté. Et donc c'est une langue qui s'apprend. Nous avons des méthodes de structure globale aussi avec lesquelles nous enseignons cette langue et nous l'enseignons dans notre université depuis 1978. 1978. Nous sommes discrets, nous ne faisons pas beaucoup de publicité. C'est pour ça peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas notre existence. Nous formons des traducteurs, des interprètes, des traducteurs à l'écran, des audiodescripteurs, des re-speakers, des enseignants de la langue. Voilà un certain nombre de choses. Et c'est avec Raymond Renard que nous avons démarré cette expérience durant les années 80 en tous les cas, et déjà au début en 78-79. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter h.safar@l'adresse de l'université de Mons, c'est umh.ac.be. h.safar@umh.ac.be. Vous m'écrivez et tout document dont nous disposons, ouvrage, syllabus, nos syllabus sont aux presses de l'université de Mons, sont accessibles. Pour l'apprentissage de la langue, j'ai ici quelques ouvrages, mais je peux vous transmettre une bibliographie et nous sommes à votre disposition. Notre service est ouvert. Si vous aimez un jour venir assister à l'un ou l'autre de nos cours, que ce soit le professeur Hamid de l'UNESCO, que ce soit le professeur Jeff Ladd de l'Université de Lille, que ce soit Robert Ancio, que vous connaissez tous, de l'ULB, ou que ce soit d'autres, des spécialistes des nouvelles technologies, eh bien, c'est avec plaisir que nous vous accueillons. Toute dernière question, donc c'était, je ne sais plus qui voulait la poser. Monsieur là-bas. Je ne vois pas. On peut me faire signe? Je suis perdu. Monsieur oui, là-bas. Okay. Merci, je découvre la beauté de la langue arabe. Je voudrais savoir la relation entre les 23 académies de la langue arabe. Donc, un arabe marocain, donc un marocain, il se comprend avec un égyptien? Oui, bien. Donc, c'est le même langage. Bien. Alors, d'abord, il n'y a pas 23, parce qu'il n'y a pas 23 pays, c'est 22 pays que l'on peut dire pour le moment. Il y a peut-être des régions qui vont obtenir leur indépendance parce que la décolonisation n'est pas encore terminée. Et il y a des pays qui ne sont pas encore complètement reconnus. Enfin, la situation est assez difficile, mais ça, c'est une autre affaire. Les académies qui existent, combien d'académies y a-t-il, Hussam? Est-ce que vous avez une idée? Le nombre exact, mais le plus ancien, c'était Damas. C'est Damas, et la plus active, c'est l'Égypte, hein, c'est le Caire. Hein. Bien. Donc, parlons d'une dizaine ou une douzaine d'académies. Je pense que nous n'exagérons pas.
Chacune de ces académies est un porte-parole officiel au nom de cette langue. Elle peut introduire de nouveaux termes, elle peut modifier d'autres, elle peut rédiger, je dirais, des règles en matière de langue, en matière de grammaire ou de phonétique ou de linguistique ou autre. Et donc, la multiplication de ces porte-paroles officiels est quelque chose de dramatique. Ça ne va pas, ça. Il ne peut pas y avoir 10 porte-paroles pour la même affaire. Vous vous rendez compte du nombre de problèmes qui peuvent se poser. Et alors, les outils de diffusion de toutes ces règles et de toutes ces innovations, ben, ils perdent la tête dans tout ça. À quel sein vont-ils se vouer? Bon, vous voyez un peu la difficulté. Cela étant, en dehors de ce problème qui est un problème récurrent et pénible, cette langue, la langue arabe, je ne parle pas des dialectes, la langue arabe, c'est une langue commune à l'ensemble du monde arabe. Donc si je parle à Hussam et je lui dis « Ahlan wa sahlan ya Hussam, kayfa haluka? Inch'Allah bi khair » eh bien, Hussam me répond en arabe. Il est égyptien, je parle avec un accent, je dirais, différent, il peut l'entendre à mon intonation. Mais c'est le même terme, le même vocabulaire, la même prosodie, etc. Alors, Abdurrahim est marocain. كيف حالك يا عبد الرحيم؟ ماذا فعلت اليوم مساء؟ Vous voulez que je traduise, monsieur? Non, non, simplement me répondre. أنا بخير الحمد لله كل شيء مزيان. Voilà un marocain. Et là, vous avez ici plusieurs, je dirais, régions, et c'est exactement la même langue, les mêmes règles grammaticales, les mêmes termes, la même terminologie. Et c'est une langue écrite, c'est la seule. Parmi tous les dialectes, c'est la seule qui est écrite, qui est codifiée, qui est utilisée dans toutes les sphères de vie. Mais évidemment, il y a à côté ce problème de diglossie dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est triste. Voilà, je propose d'en arrêter là pour aujourd'hui, mais je pense qu'on continuera, à mon avis, dans un avenir moyen recommencer. Alors, avant de remercier M. Safar, je tiens à vous rappeler que l'exposition L'âge d'or des sciences arabes est accessible jusque vendredi. On approche les 4500, dimanche, excusez-moi, dimanche, je commence à fatiguer. On approche les 4500 visiteurs et il y aura encore des visites guidées ce dimanche, donc à partir de 15h, donc 15h, 16h, 17h, si tout se passe bien. Donc je vous invite vraiment à venir la découvrir. Alors avec cette conférence très belle se termine ce cycle. C'est un cycle qui personnellement m'a apporté beaucoup et je tiens encore à remercier Hossam pour tout ça. Et je tiens aussi à souligner les magnifiques échanges qu'on a eu après ces conférences avec vous. C'est pas fréquent d'avoir une telle intensité et richesse. Donc merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux. Et merci à M. Safar, j'ai vraiment envie d'apprendre l'arabe. Merci. À bientôt. Un plaisir. Merci.